Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la pédagogie positive. Alors attention, c'est bien plus qu'une simple méthode d'enseignement. C'est une véritable philosophie qui mise tout sur la qualité des relations humaines pour créer un climat de confiance en classe. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la question qui fâche, celle qu'on entend tout le temps. Est-ce que cette approche n'est pas un peu trop laxiste? C'est vraiment l'idée reçue numéro 1, donc autant s'y attaquer d'entrée de jeu. Eh bien, la réponse, elle est claire, nette et sans bavure, non. La pédagogie positive, ce n'est absolument pas l'anarchie, bien au contraire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre ou de règles, c'est même tout l'inverse. En fait, il faut voir ça comme une boîte à outils. L'objectif, c'est de construire un climat de classe serein, un environnement où on se sent bien, pour que les apprentissages se fassent plus facilement. On cherche à cultiver le plaisir d'apprendre pour que les élèves deviennent plus autonomes et développent aussi leurs compétences sociales. D'accord, mais en pratique, comment on s'y prend? L'idée, ce n'est surtout pas de tout chambouler du jour au lendemain. On peut y aller pas à pas. Voici justement 3 étapes très concrètes pour se lancer en douceur. D'abord, on commence petit. On peut juste essayer une nouvelle activité, une seule, et voir ce que ça donne. Ensuite, un point super important, repenser l'évaluation. L'idée, c'est d'en faire un outil qui aide à progresser, pas juste une note qui sanctionne. Et enfin, la base de tout, c'est de poser un cadre très clair. Quand les objectifs sont connus de tous, ça rassure et ça responsabilise tout le monde. On passe maintenant au premier grand pilier de cette approche, l'accueil des émotions. C'est vraiment le socle sur lequel on va construire un environnement de classe où chaque élève peut se sentir en pleine sécurité. On pourrait se demander, attends, les émotions en classe, quel est le rapport? On n'est pas là pour apprendre les maths ou l'histoire? Eh bien si, justement, et les émotions jouent un rôle crucial là-dedans. Parce que l'impact est direct. Quand on se sent en sécurité émotionnellement, eh bien, nos capacités cognitives s'améliorent. C'est prouvé. Et au-delà de ça, reconnaître les émotions, ça développe l'empathie, une compétence humaine fondamentale, pour comprendre les autres et mieux vivre ensemble. Alors comment on fait ça concrètement? Voici une activité toute simple mais vraiment efficace pour donner une place aux émotions de manière ritualisée. Ça s'appelle la météo intérieure. Le principe est simple, chaque élève choisit une carte qui représente son humeur du jour. Mais le petit détail qui change tout, ce sont les 2 cartes Joker. Elles permettent de dire « je ne sais pas » ou « je ne veux pas en parler ». Et ça, c'est essentiel. Ça garantit que personne ne se sentira jamais forcé de se dévoiler. Et c'est ce respect qui rend l'exercice vraiment bénéfique. Deuxième principe fondamental, le besoin d'appartenance. C'est un besoin humain de base. Chaque élève doit sentir qu'il est reconnu pour qui il est, mais aussi qu'il fait partie intégrante du groupe classe. Et encore une fois, on peut se demander en quoi ce sentiment d'appartenance peut bien influencer les résultats scolaires. Eh bien, son rôle est bien plus important qu'on ne le pense. Se sentir à sa place, ça booste l'estime de soi. Quand on se sent en sécurité dans un groupe, on ose davantage prendre la parole, poser des questions, bref, participer. Et ça permet aussi de voir que les talents des uns et des autres ne sont pas en compétition, mais qu'ils se complètent. Pour travailler ce sentiment d'appartenance, il existe une activité classique mais qui marche à tous les coups, surtout en début d'année. C'est le fameux jeu des prénoms. L'idée est hyper simple. On se présente en associant son prénom à quelque chose qu'on aime et qui commence par la même initiale. Par exemple, je m'appelle Léo et j'aime les lasagnes. Cette petite contrainte toute bête, c'est en fait une aide géniale pour la mémoire. Et ça crée du lien immédiatement. On arrive maintenant au dernier pilier, et c'est peut-être le plus transformateur de tous. Il s'agit de développer chez les élèves un certain état d'esprit, celui qui va leur permettre de construire leurs compétences et leur autonomie. On parle ici du concept de growth mindset, qu'on traduit par état d'esprit de développement. C'est une idée popularisée par la chercheuse Carol Dweck. En gros, c'est la conviction profonde que l'intelligence et les talents ne sont pas figés à la naissance, mais qu'ils peuvent grandir grâce à l'effort. Et ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, on a l'état d'esprit fixe. On pense que nos capacités sont innées. Résultat, on a peur des défis pour ne pas risquer l'échec. De l'autre côté, l'état d'esprit de développement. Là, on voit les défis comme des occasions d'apprendre, et l'effort devient le moteur du progrès. Et pour cultiver cet état d'esprit, il y a un levier fondamental. Il faut changer notre rapport à l'erreur. L'activité Les Perles de la classe propose justement une approche radicalement nouvelle. C'est un changement de perspective à 180 degrés. On passe d'une vision où l'erreur est une faute, quelque chose de négatif, presque une source de honte, à une vision où l'erreur devient une chance, une opportunité précieuse d'apprendre, et ce pour toute la classe. Le principe est génial. L'enseignant compile les erreurs les plus intéressantes de manière totalement anonyme. Ensuite, les élèves en groupe cherchent à les corriger. Ça dédramatise complètement l'erreur. Ce n'est plus l'erreur de Paul, mais une erreur qui devient point de départ pour un apprentissage collectif. Voilà le but ultime. Aider les élèves à ne plus avoir peur des difficultés, à persévérer et à voir chaque défi non pas comme un mur, mais comme une marche à gravir pour aller plus haut.
En fin de compte, toutes ces activités, toutes ces pratiques, qu'il s'agisse des émotions, de l'appartenance ou de l'erreur, elles convergent toutes vers une seule et même idée centrale. Et cette idée, elle tient dans cette question finale. Et si une erreur n'était pas la fin de quelque chose, mais au contraire le vrai point de départ de l'apprentissage? Voilà la réflexion sur laquelle on peut conclure cet aperçu. Merci beaucoup